Aujourd'hui, on en finit avec le paradoxe de Newcomb, il était temps. Et on va voir pourquoi vous êtes presque tous des buveurs apparemment, et pas des buveurs Alfred du genre qui s'aveuglent volontairement, non, vous êtes des buveurs rationnels. Vous pensez qu'au moment du choix, il est dans votre intérêt de boire le poison. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Ah si, vous le pensez, hein. Peut-être que vous le savez pas encore, mais vous le pensez. Alors vous reprenez depuis le début, avec une tournure simple et directe, où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Alors si vous comprenez pas ces histoires de buveurs d'Alfred et de Newcomb, c'est que vous avez pas vu les épisodes précédents, vous n'êtes pas encore entré dans le NPU, et dans ce cas, allez voir ces épisodes, hein, je vais pas pouvoir tout résumer là. Moi quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. La dernière fois, je vous ai demandé de me montrer en quoi un dilemme du prisonnier peut ressembler à un paradoxe de Newcomb. Et c'est un thème très classique, hein. Il se trouve que le titre d'un des premiers articles sur ce paradoxe est l'un des plus cités dans la littérature. C'est un bref article de David Lewis, le dilemme du prisonnier est un paradoxe de Newcomb. Bon alors en fait c'est un peu trop radical comme affirmation, il faut que certaines conditions soient réunies pour qu'un dilemme du prisonnier soit vraiment équivalent à un paradoxe de Newcomb. Et ces conditions, c'est en gros que ce soit un paradoxe du prisonnier non répété contre une sorte de jumeau psychologique, hein, c'est-à-dire une personne qui, mis dans les mêmes situations que vous, tente à prendre les mêmes décisions que vous dans une large proportion, par exemple dans 95% des cas. Et vous avez été très nombreux à bien voir ce point et à me l'expliquer en commentaire, donc déjà bravo à vous, et je vais commencer par expliquer plus en détail sur quoi tient cette équivalence entre les deux problèmes. Par contre, j'ai plus de prompteur, fait chier. Une façon assez simple de la faire voir, ce serait d'imaginer une variante du paradoxe de Newcomb où au lieu de vous donner le poison et la mallette, on vous donne juste le poison et on vous explique qu'on vous a assigné un partenaire de jeu, appelons-le Bernard, et que si vous buvez le poison, alors vous faites gagner 100 000 € à Bernard. Et par contre, ça vous fait rien gagner à vous. Et Bernard, lui, il fait face au choix symétrique, c'est-à-dire que si lui boit le poison, ça vous fera gagner à vous 100 000 €, mais ça lui fera rien gagner à lui. Alors bien sûr, on ne révélera le choix de l'autre joueur qu'une fois que vous aurez fait votre propre choix, hein. Donc il se peut très bien qu'au moment où vous choisissiez de boire, Bernard, il aura déjà bu ou déjà jeté le poison. Il faut bien voir que les deux choix sont symétriques et séparés causalement. Or, il se trouve que l'algorithme de matchmaking dans ce jeu de Newcomb, c'est un algorithme assez sophistiqué qui s'efforce d'associer des joueurs qui auront tendance à faire le même choix. Donc on peut imaginer qu'avant de vous faire jouer, on vous fait passer toutes sortes de tests et qu'on établit comme ça un profil qui sera utilisé par l'algorithme de matchmaking. Et donc après quelques dizaines de milliers d'expériences, on se rend compte que les performances de cet algorithme de matchmaking sont plutôt très bonnes, hein, on va dire 95% de réussite. C'est-à-dire qu'il y a seulement 5% des cas où l'un des joueurs boit et l'autre ouvre. Dans tous les autres cas, les deux font la même chose, soit les deux ouvrent, soit les deux boivent. Alors face à cette situation, j'imagine que certains vont avoir tendance à penser que autant boire le poison parce que au moins ça fera gagner 100 000 € à l'autre, c'est quand même plus sympa pour ce Bernard là, même si je le connais pas. Alors déjà, je rappellerai que le poison est vraiment censé vous mettre dans un sale état et que vous devriez pas être prêt à le boire à la légère. Ceci dit, admettons que par pure bonté d'âme, vous seriez prêt à endurer ça juste pour la satisfaction d'avoir fait gagner 100 000 € à un inconnu nommé Bernard. Mais là en fait, vous supposez que si vous n'aviez pas bu le poison, les 100 000 € n'auraient pas été distribués du tout, hein. Ils seraient restés dans la poche de Jeff Bezos en quelque sorte, parce que c'est Jeff Bezos qui organise l'expérience, je vous rappelle. Mais en fait, on va dire que même si vous n'aviez pas bu le poison, les 100 000 € auraient quand même été distribués, mais à un autre inconnu, hein, appelons-le Claude. Et vous n'avez a priori aucune préférence morale entre le fait que les 100 000 € tombent dans la poche d'un certain Claude ou dans celle d'un certain Bernard. Bon, et si vous aviez une préférence pour Bernard parce que vous savez que l'algorithme l'a choisi pour être votre partenaire de jeu, donc ça doit être une sorte de jumeau psychologique pour vous, partez du principe que c'est le cas de Claude aussi, hein. On pourrait dire que l'algorithme de matchmaking a choisi à la fois Claude et Bernard comme partenaires de jeu potentiels pour vous, et puis il a simplement tiré au hasard l'un des deux, donc vous n'avez vraiment aucune raison de préférer l'un à l'autre. Si je fais ce détour un peu bizarre par Claude et Bernard, hein, c'est vraiment pour rendre clair qu'a priori, du point de vue moral, il n'y a pas de justification particulière pour boire le poison. On ne voit tout simplement pas en quoi ce serait une meilleure action de boire que de ne pas boire. Dans tous les cas, 100 000 € tomberont dans la poche d'un inconnu, soit Claude, soit Bernard, et vous n'avez aucune raison de préférer l'un à l'autre. Et il va de soi aussi que vous ne pouvez pas communiquer avec vos partenaires de jeu, hein, vous n'aurez jamais aucun contact avec eux et vous ne pouvez pas vous entendre sur des stratégies pour partager l'argent après coup, bien sûr. D'accord, faisons comme ça. Et donc la question est, dans ces conditions, est-il dans votre intérêt de boire le
poison. Avez-vous de bonnes raisons de penser que ça maximise vos gains? Vu qu'il n'y a pas vraiment de dimension morale, hein, c'est vraiment la seule raison pour laquelle vous le feriez. Cette situation, je pense que vous voyez clairement pourquoi elle est équivalente à celle d'un paradoxe de Newcomb classique. La différence, c'est qu'au lieu d'un algorithme de prédiction, on a un algorithme de matchmaking qui forme des paires de joueurs en prédisant qu'ils auront le même comportement. Et à partir de là, c'est comme si chaque joueur dans la paire servait à prédire le comportement de l'autre joueur. Ce qui, pour la situation de chaque joueur, ne change à peu près rien en fait par rapport à un cas de Newcomb classique. Et cette variante de Newcomb à deux joueurs, c'est aussi clairement un dilemme du prisonnier non répété contre un jumeau psychologique. Dans ce dilemme du prisonnier, coopérer, c'est boire le poison, et trahir, c'est ne pas le boire. C'est ça. Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Or, le vote que je vous ai soumis la dernière fois portait précisément sur ce qui serait dans votre intérêt de faire dans une situation de dilemme du prisonnier non répété contre un jumeau psychologique qui joue comme vous 95 fois sur 100. Autrement dit, c'est exactement la situation de Newcomb que je viens de vous présenter. Et vous avez été une majorité écrasante à répondre qu'il est dans votre intérêt de coopérer pour maximiser vos gains. Vous êtes 90% en gros à faire cette réponse, hein, c'est vraiment un plébiscite. Alors il y a bien encore quelques traîtres qui sont en mode on me la fait pas à moi, ou plutôt en mode aigri, de toute façon je suis comme ça, l'autre va me trahir, donc autant le trahir. Mais c'est une attitude qui devient quand même beaucoup plus rare face à ce scénario. Pour l'immense majorité d'entre vous, il est clair que dans cette situation, il est dans votre intérêt de coopérer, puisque vous apprenez par là que votre jumeau psychologique aura très probablement coopéré aussi. D'ailleurs, pour répondre à une question qu'on me posait souvent, partez du principe que votre partenaire de jeu est dans une situation aussi symétrique que possible, donc avec les mêmes informations pertinentes que vous pour prendre la décision. Et si ces vidéos vous semblent pertinentes par rapport au choix que vous faites, partez du principe que votre partenaire de jeu l'a vu aussi. Et donc, si cette situation de dilemme du prisonnier non répété contre jumeau psychologique est équivalente à un paradoxe de Newcomb, comme on vient de le voir, ça veut dire que vous êtes plus de 90% à considérer qu'il serait dans votre intérêt de boire le poison dans un paradoxe de Newcomb. Vous êtes donc plus de 90% de buveurs rationnels. Si, ce sondage est un plébiscite de buveurs rationnels. Mais personne dit ça. Boire le poison n'a pas d'effet causal sur la récompense que vous recevrez, ça vous l'acceptez. Pour recevoir la récompense, il faudrait que ce soit Bernard qui boive le poison et vous savez pas ce que va choisir Bernard. Mais tant que vous n'avez pas choisi, tant que vous délibérez sur ce que vous allez faire, vous ne savez pas non plus vous-même sur quoi s'arrêtera votre choix. Par contre, vous savez que si vous faites le choix de jeter le poison, alors en faisant ce choix, vous aurez appris quelque chose, vous aurez appris que vous avez fait ce choix. C'est une information nouvelle que vous ne pouviez pas avoir avant la fin de votre délibération, et cette information nouvelle rendra plus probable à vos yeux, c'est-à-dire plus probable au sens épistémique, que Bernard fasse le même choix de ne pas boire le poison. Mais oui, c'est clair. Normalement, si vous avez bien suivi l'épisode précédent, ce genre de raisonnement devrait commencer à vous sembler familier. Et on pourrait faire exactement le même raisonnement dans le cas classique de Newcomb, sauf que cette fois, votre choix vous apportera des informations qui modifieront la probabilité que vous assignez au fait que l'algorithme a prédit que vous allez boire le poison. J'ai plus du tout de souffle. Et on pourrait faire exactement le même raisonnement dans le cas classique de Newcomb, sauf que cette fois, votre choix vous apportera des informations qui modifieront la probabilité que vous assignez au fait que l'algorithme a prédit que vous allez boire le poison. Ouais, c'est pas faux. Le fait que ça concerne une information sur un événement que vous savez passer plutôt qu'un événement que vous pouvez tenir pour simultané, ça change pas grand chose sur le principe, puisque de toute façon dans les deux cas on admet que c'est séparé causalement. D'ailleurs, encore une fois, il n'est pas du tout obligatoire que le choix de Bernard soit simultané dans la variante à deux joueurs. Par contre, on peut évidemment pas prévenir un joueur que l'autre joueur a choisi, parce que dans ce cas ça romprait la symétrie du choix. C'est pas faux. Et notez bien que ce raisonnement probabiliste ne fonctionnerait pas dans la variante de la mallette transparente. Dans ce cas, en effet, ce que m'apprend mon propre choix ne peut plus modifier la probabilité d'avoir ou non la récompense, puisque je sais déjà si j'ai ou non la récompense avec un degré de certitude quasi maximal, puisque je vois tout simplement la récompense devant moi. Et le fait que ça ne marche pas pour cette variante, c'est plutôt bon signe en fait. Ça montre que ce raisonnement propose bien autre chose que de dire simplement programmez-vous à boire le poison quoi qu'il arrive, parce que c'est dans votre intérêt. Autrement dit, c'est ce que j'ai appelé se transformer en Alfred. On a vu qu'effectivement, si on peut se transformer soi-même en un Alfred qui suivra aveuglément une stratégie le temps de l'expérience, c'est ce qu'il faut faire même dans le cas de la mallette transparente, mais le problème c'est que c'est pas clair qu'un être humain puisse se transformer à volonté en Alfred, même si ce serait dans son intérêt. Mais là, ce raisonnement probabiliste sur l'information que m'apporte mon propre choix qui modifie la probabilité que je dois assigner au fait d'obtenir la récompense, c'est un raisonnement qui justifie de boire le poison dans le cas de la mallette opaque sans exiger pour ça que je me transforme en Alfred irrationnel. Selon ce raisonnement, j'aurais bien, même au moment du choix, de bonnes raisons de boire le poison. Ce serait bien rationnel, ce serait bien dans mon intérêt de le faire.
Alors si vous considérez que cette augmentation de la probabilité d'avoir la récompense si je bois le poison justifie de le faire même en l'absence de lien causal, eh bien vous adoptez ce que j'ai appelé la dernière fois une théorie évidentielle de la décision. C'est se comporter en décideur évidentiel plutôt qu'en décideur causal. Cette vanne est décideur! Et visiblement, vous êtes plus de 90% à adhérer au moins intuitivement à ce type de théorie de la décision dans le cas du dilemme du prisonnier. Putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes! Et vous devriez donc être tout aussi nombreux pour le cas de Newcomb, puisque en toute cohérence, les situations sont équivalentes comme on l'a vu. Donc bravo à vous, buveurs rationnels, hein, et désolé pour les ouvreurs que je déçois terriblement du coup. Oui, je peux l'assumer maintenant, je peux le dire, je suis un buveur. Vous me décevez vraiment. Alors d'expérience, je sais que même en étant très convaincu que la coopération dans le cas du dilemme du prisonnier non répété avec jumeaux psychologiques est dans notre intérêt, on peut avoir beaucoup de mal à accepter qu'il en va de même quand il s'agit de boire le poison dans le paradoxe de Newcomb. Mais pour essayer de faciliter cette transition, je vais vous présenter une dernière variante du paradoxe qui me semble très éclairante. On pourrait l'appeler la variante Fear Factor. Je crois qu'une des choses qui pose le plus problème pour accepter cette approche évidentielle de la décision, c'est qu'on a du mal à sentir en quoi faire un choix nous apporte une information sur nous-mêmes. Et il faut bien accepter ce point pour qu'on puisse ensuite s'en servir pour modifier notre évaluation des probabilités. L'argument général que j'ai donné la dernière fois, c'est que si vous savez déjà quel est le résultat de votre délibération, alors c'est que vous avez déjà choisi. Mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Oui, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. En fait, le choix a précisément lieu au moment où on passe d'un état où on ne sait pas ce que sera notre action à un état où on le sait avec quasi-certitude. Et dans la plupart des cas, il paraît raisonnable de penser que ce n'est qu'au moment où le choix est réellement fait qu'on atteint ce degré de certitude maximale. Et c'est en ça que faire un choix apporte toujours aussi une information. Ça fait quasiment partie de la définition de ce qu'est un choix en fait. Je sais qui part ce soir. Donc là, ça c'est ce qu'on appellerait votre choix. Il est quand même trop tôt pour faire un choix. Celui que vous avez fait? Oui. Donc il n'est pas trop tôt. Ne m'embrouillez pas. Et voilà, tout ce raisonnement est peut-être un peu trop abstrait pour être vraiment convaincant. Heureusement, il y a un type de choix pour lesquels cet aspect informationnel me semble particulièrement saillant. C'est lorsque le choix qu'on doit faire nous met face à une peur dont on ne sait pas si on sera capable de la surmonter. Par exemple, j'ai un peu le vertige et je sais pas si je serai capable de sauter à l'élastique. Je sais pas non plus si je serai capable d'avaler une chenille vivante. Si on me le proposait en me promettant éventuellement une récompense pour me motiver à le faire et en m'assurant que c'est pas dangereux, bah je sais vraiment pas quelle décision je prendrai. Et donc clairement, si je décide de sauter ou si je décide de manger la chenille, j'aurais appris quelque chose sur moi dont je ne pouvais pas être sûr avant de le faire réellement. J'aurais appris que j'en suis capable, je peux le faire. Do it! Yes, you can! Considérez donc une action de ce genre pour vous, hein. Appelons ça une action Fear Factor. Pour la suite, moi je vais prendre l'exemple du saut à élastique, mais bien sûr vous pouvez prendre autre chose si vous avez déjà sauté à l'élastique ou si vous n'êtes pas du tout sujet au vertige. L'important c'est que ce soit une action dont vous ne sachiez vraiment pas si vous seriez capable de la faire ou non. Supposez maintenant que l'IA qui vous analyse dans le paradoxe de Newcomb cherche juste à déterminer si vous êtes capable de réaliser cette action Fear Factor. Donc c'est pas exactement une prédiction que fait l'algo, il essaye juste de savoir ce que vous avez dans le ventre en quelque sorte. Si l'algo estime que vous êtes capable de faire cette action Fear Factor, eh bien bravo à vous, il mettra 100 000 € dans la mallette. Si par contre il estime que vous n'en êtes pas capable, eh bien il mettra des magazines sans valeur dans la mallette. Voilà ce qui arrive quand on est une mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Et donc, après que l'algo a mené son analyse et qu'on a rempli la mallette conformément au résultat de celle-ci, on vous donne gracieusement la mallette, et vous pouvez pas encore savoir si elle contient la récompense ou non, bien sûr. Et à ce moment précis, on vous donne l'occasion de réaliser cette action Fear Factor. Donc par exemple, on me proposerait à moi de sauter à l'élastique, et on me le propose seulement tant que je n'ai pas encore ouvert la mallette. En faisant passer ce test des dizaines de milliers de fois, on a remarqué que dans 99% des cas où le participant fait son action Fear Factor avant d'ouvrir la mallette, celle-ci contient bien la récompense. Donc ceux qui prouvent par là qu'ils avaient effectivement la capacité à faire cette action, ils sont presque toujours détectés par l'algorithme et récompensés en conséquence. Tandis que de l'autre côté, on va dire que 80% des participants qui ne font pas l'action Fear Factor quand on leur donne l'occasion avant d'ouvrir la mallette, reçoivent une mallette vide. Donc il y a quand même 20% de ceux-là qui reçoivent la récompense et parmi eux, on peut supposer que certains seraient bien capables de faire cette action Fear Factor, même si là, pour une raison ou une autre, ils n'ont pas saisi l'occasion de la faire. Et donc, sachant tout ça, je m'imagine avec l'élaboration
d'élastique attaché au pied en train de regarder le vide et de délibérer si je saute ou pas. Et ça me semble particulièrement clair, d'une part que sauter m'apprendrait quelque chose sur moi-même, hein, j'apprendrais que j'en suis capable, oui, et à cet instant c'est encore assez incertain, et d'autre part que si j'apprenais ça, alors je pourrais estimer qu'il y a de très grandes chances pour que l'algo ait détecté ma capacité à sauter et donc ait mis l'argent dans la mallette. Et tout ça me donne une bonne raison de sauter. Il me semble que c'est dans mon intérêt de le faire vraiment si je veux m'assurer que j'ai gagné l'argent, même si c'est clair aussi que c'est pas en sautant que l'argent va soudainement apparaître. Il n'y a pas de lien causal de mon choix vers la récompense, il y a seulement une cause commune en ceci que si j'arrive à sauter, ce sera en vertu de ma capacité à sauter, capacité que je ne suis pas sûr d'avoir pour le moment, et cette capacité aura aussi été la cause du résultat de la prédiction et donc de la présence de l'argent dans la mallette. A l'inverse, si devant le vide je me dégonfle finalement, bon alors peut-être que je suis quand même capable de sauter et que juste c'était pas le bon jour là, ouais, j'ai pris un petit déjeuner un peu lourd là, je suis pas très en forme. Puis de toute façon ça sert à rien, l'argent est déjà dans la mallette ou pas, hein, mais j'en suis capable, hein, si j'en suis capable. No, what are you waiting for? N'empêche que quelque part je sentirais bien qu'en me débinant comme ça, en refusant de sauter alors qu'on m'en a donné l'occasion, j'ai appris quelque chose sur moi-même qui renforce plutôt la probabilité que je sois juste pas capable de sauter à l'élastique tout court. Au minimum on peut dire que j'ai rien appris qui me justifie à penser que j'en suis capable, et ça me donne plutôt des raisons de penser que l'algo n'a pas détecté que j'ai été capable de sauter et donc il n'y a pas de récompense dans la mallette. Si j'ouvre alors la mallette et que je n'y découvre rien que des magazines challenge, eh bien je me dirais qu'effectivement c'est plutôt cohérent avec ce que j'ai appris sur moi-même aujourd'hui. Alors ok, je sais pas si j'arriverai vraiment à sauter à l'élastique parce que ça reste une action difficile à faire et difficile à prédire du coup, mais en tout cas la perspective d'apprendre que j'ai cette capacité à sauter et que cette information augmente radicalement la probabilité que je dois assigner au fait d'avoir la récompense, c'est clairement quelque chose que je perçois comme une bonne raison de sauter. Ça me semble dès lors dans mon intérêt de le faire, et ceci d'autant plus clairement que l'action me paraît justement comme une épreuve difficile. Do it! Alors qu'est-ce que vous en pensez? Si vous partagez cette analyse, si dans le Fear Factor de Newcomb vous trouveriez vous aussi qu'il est dans votre intérêt en vue de la récompense de vous forcer à sauter à l'élastique quand vous en donne l'occasion avant d'ouvrir la mallette, eh bien dites-vous que dans un Newcomb classique c'est finalement exactement la même chose, sauf que l'action qu'on vous demande de faire n'est pas spécialement effrayante, c'est juste désagréable et c'est beaucoup plus facile de s'y forcer du coup. Et quelque part tant mieux, hein, c'est un Fear Factor de Newcomb mais en mode facile. Voilà. Voilà tout ce que j'avais envie de dire pour défendre ma position de buveur rationnel, buveur perplexe tout de même, hein. Je dis pas que ça résout définitivement le problème, mais en tout cas c'est une analyse qui pourrait je pense me donner de bonnes raisons de boire dans une situation de Newcomb réelle, hein. J'essaierai de me figurer ça comme une façon de sauter à l'élastique et de me prouver à moi-même que j'en suis capable, même si encore une fois ça reste difficile de prévoir ce qu'on ferait vraiment en situation. Enfin, amis ouvreurs et ouvreuses, je sais que vous avez vos raisons aussi, hein. La théorie causale de la décision reste à certains égards plus attrayante parce que c'est difficile d'ignorer la dimension causale, en effet, c'est un problème qui n'a pas fini d'occuper les esprits et d'alimenter une littérature riche et complexe, mais je voulais terminer cette petite série de vidéos en proposant quand même la solution que pour ma part je tiens pour la plus satisfaisante. Et je suis désolé si elle ne vous satisfait pas, hein, mais de toute façon elle ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Hein. Notez bien que si j'en crois la Stanford Encyclopedia of Philosophy, il y a davantage de défenseurs de théorie causale que de théorie évidentielle de la décision parmi les spécialistes qui font cette distinction. Et effectivement, dans un sondage réalisé il y a quelques années sur les chercheurs en philosophie, les two-boxers, c'est-à-dire les ouvreurs, sont plus nombreux que les one-boxers, c'est-à-dire les buveurs. Et il y a aussi une bonne partie des répondants qui considèrent carrément que le problème n'a pas de sens, ce qui est une autre façon de le résoudre en effet. Bref, ne repartez pas de ces vidéos avec l'idée que c'est simple et que la solution clairement admise c'est qu'il faut boire, c'est ce que j'ai défendu pour finir, mais ça reste complexe et débattu et les positions sont toutes défendables. J'ai juste terminé sur ce qui me semble être la meilleure réponse et les meilleurs arguments en sa faveur, mais je prétends pas trancher le débat et je suis même pas à strictement parler un expert du sujet. Hein. Donc essayons d'être raisonnables et modérés dans les commentaires si c'est possible. Et vous alors, pour finir, qu'en pensez-vous? Allez, c'est le moment de faire un dernier vote pour voir l'état de vos idées après tout ça. Comme d'habitude, ça va se passer dans les réponses aux commentaires épinglés. Likez la réponse qui vous convient. Allez, voilà, je vous laisse quelques secondes pour voter. J'en profite pour vous rappeler éventuellement de vous abonner si ce n'est déjà fait, hein, c'est toujours sympa. Activez les notifications sur la petite cloche si vous ne voulez manquer aucun des épisodes à venir. Hein, je vous prépare du lourd, du très lourd. Et puis pourquoi pas partager ces petites vidéos sur le paradoxe de Newcomb à vos amis qui ne le
ne connaissent pas encore, hein. Même si depuis le temps il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà saoulé tout votre entourage avec ça. En tout cas donc ça y est, on est au bout de cette petite série sur Newcomb. J'espère que tout ça vous a plu, ça a été éprouvant à écrire, à tourner, à monter, surtout les 2 épisodes précédents, mais j'ai l'impression que ça vous a intéressé, donc tant mieux. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Utip et Tipeee, sans qui je n'aurais pas pu faire toutes ces vidéos, hein. Vous êtes la principale source de financement de cette chaîne, donc encore une fois un très grand merci, hein. Heureusement qu'il y en a qui coopèrent dans ce dilemme du prisonnier multi-agent. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui parlera de toute autre chose enfin. En attendant, comme toujours, portez-vous bien et continuez de vous casser la tête sur ce maudit paradoxe, il en vaut la peine. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez.